L'édifice révolutionnaire est fait des efforts sincères d'une foule d'hommes simples. Notre mission est de développer ce que chacun a en lui de bon et de noble, de faire de tout homme un révolutionnaire. Fin de citation. La révolution, ce mouvement qui a touché le monde depuis des siècles, ce bouleversement total des pays du monde fut considéré par certains un moyen de développement et d'autres un outil ou d'ailleurs une arme qui garantirait le favoritisme entre les classes sociales. Comme a cité Mao Tse-tung, je cite, « La révolution, c'est un soulèvement, un acte violent par lequel une classe sociale en renverse une autre. » Fin de citation. Mais nul ne peut nier son impact positif ou négatif sur la majorité de la société, soit en enrichissant sa mentalité ou son idéologie, soit en injectant à ces générations l'esprit du courage, la persévérance et le savoir. Sauf que nous ignorons tous, ou presque tous, que la révolution est immortelle, permanente. On vit avec chaque jour, sans cesse, mais nous ne nous rendons pas compte. Depuis des siècles, la révolution n'a pas quitté le continent européen, asiatique, américain et africain depuis le XVIIIe siècle. Et cela est valable jusqu'à maintenant d'ailleurs. Monsieur le directeur, honorable jury, aimable audience, bonjour. Notre débat aujourd'hui nous propose une affirmation pour le moins irréfléchie et sans fondement. En effet, l'énoncé stipule sans ambiguïté, aucune que toute jeunesse sans révolution et une jeunesse perdue. Une déduction qui devrait paraître logique, puisque basée sur une relation de cause à effet. Confirmation que mes camarades et moi refutons fermement, et ce, car selon toute logique, on ne peut avancer qu'il existe une jeunesse sans révolution selon diverses acceptions de cette notion, puisque cette tranche de population, qu'elle le veuille ou non, vit une révolution. Par ailleurs, une jeunesse perdue existe partout dans le monde, non parce qu'elle n'a pas de révolution, mais parce qu'elle subit, je répète bien, subit les conséquences négatives de certains changements. Chère audience, telle est notre stratégie pour défendre notre position que nous allons appuyer par des arguments logiques et des raisonnements indiscutables. Merci. Socrate a dit « Rien n'est trop difficile pour la jeunesse ». Fin de citation. En effet, la jeunesse est une force vive. Elle représente une force qui est riche d'aspirations propres à ce moment de l'existence. Mais aujourd'hui, encore des conditions de vie précaires, pauvreté, exclusion et chômage particulièrement nuisible aux jeunes défavorisés, gâchent ce potentiel et cette énergie. Mesdames et messieurs, honorables jury, monsieur le directeur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que mes camarades et moi sommes présents ici aujourd'hui afin de débattre, discuter, voire même réfléchir d'un sujet d'une extrême importance. Un sujet qui peut paraître pour certains en première vue clair et évident, mais une jeunesse sans révolution, une jeunesse perdue. J'entends par ceci que nous allons vous démontrer qu'une jeunesse ne peut atteindre le vrai succès qu'à travers la révolution et que toute jeunesse qui ne s'ouvre pas à celle-ci est une jeunesse qui est vouée à la perte. Tout au long de ce débat, mesdames et messieurs, nous essaierons de vous convaincre que notre position est non seulement pertinente, valide, mais se défend parfaitement bien. Le sujet suscite d'emblée bien des interrogations. Primo, peut-on parler d'une génération quelconque sans parler de révolution? Secondo, quels sont les domaines dans lesquels se manifeste la révolution davantage? Et tertio, qu'est-ce qui nous prouve et qu'est-ce qui nous assure qu'une jeunesse sans révolution est une jeunesse inutile?
Auparavant, je commencerai, mesdames et messieurs, de vous rappeler une brève définition des deux termes clés de l'intitulé de notre débat, à savoir la jeunesse et la révolution. La jeunesse. La jeunesse représente cette période d'âge qui s'insère entre l'adolescence et l'âge adulte. Elle représente aussi cette phase intermédiaire pendant laquelle se joue la socialisation de l'individu. Ce qui explique son importance sociétale et l'intérêt que lui portent les autorités publiques. Et si l'on désire ou l'on souhaite établir une photographie fidèle de ce que représente la réalité des jeunes, l'analyse se heurte en une multitude d'approches possibles, recouvrant des réalités sociétales aussi variées qu'hétérogènes. Quant à la révolution, c'est un changement ou un bouleversement brusque et important dans la vie d'une nation. Le terme de révolution s'applique aussi à plusieurs domaines, scientifiques, technologiques, culturels, moraux et d'autres. Monsieur Ban Ki-moon a dit « Les jeunes représentent l'espoir et non pas un danger. » Fin de citation. Notons que la révolution chez les jeunes est une aspiration à un monde meilleur et non pas un danger, une menace ni une destruction de ce qui est établi. Tout changement bénéfique ne peut être réalisé qu'à travers les jeunes générations, qui représentent le pivot de chaque société, car ils déploient plusieurs efforts afin de faire de l'impossible une réalité et du rêve une possibilité. Merci. Au risque de paraître pessimiste, chers opposants, je dirais que le Titanic coulera inévitablement, car le choc contre l'iceberg a déjà eu lieu et le choc est irréparable. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on a assisté récemment à de multiples mobilisations de la jeunesse de différentes classes sociales. Certains par conviction, d'autres par solidarité ou tout simplement par besoin instinctif de se défouler. Or, ces mobilisations, préparées surtout par des étudiants conscients de la nécessité de réclamer des changements dans tous les domaines dans notre pays, et en particulier celui de l'enseignement. Ces mobilisations n'ont pas fait long feu, car aucun autre organisme ne les a soutenues. Ni les syndicats censés défendre leurs droits, ni les ouvriers surexploités, ni les chômeurs matés par la répression, ni le peuple qui sombre dans sa passivité léthargique. Alors, cette jeunesse s'est trouvée esseulée, laissée pour compte. Parfois, mais pire parfois, s'est trouvée, on sentait que des alliances pour le moins louches entre syndicats et responsables officiels s'accordaient pour échouer ces tentatives que la presse qualifiait à dessein de menaces pour l'ordre public. Voilà comment on engendre une jeunesse soi-disant perdue et qu'on ne peut accuser d'indifférence et d'irresponsabilité et donc dénuée de révolution. Cher auditoire, ce stratagème n'est nullement spécifique aux pays pauvres, même s'ils sont les plus concernés, mais partout dans le monde. Les exemples ne manquent pas. En Grèce, en France très récemment ou en Grande-Bretagne. Alors oui, il y a des jeunesses qu'on peut qualifier de perdues. Non pas parce qu'ils n'ont pas de révolution, car voyez-vous, il n'y a pas de pays qui ne connaît pas une ou des révolutions de différentes natures, culturelles, économiques, sociales ou politiques. Ce qui fait que toute jeunesse vit ces révolutions, soit de manière active ou passive, et par conséquent, il subit les conséquences positives ou négatives. Parmi ces dernières, à titre d'exemple, le chômage qui ne cesse d'augmenter partout dans le monde. Depuis 2007, il a atteint 75 millions de chômeurs moins de 25 ans. Dans l'Union européenne, il avoisine 18,7%. Au Maghreb, 26,5%, avec des crises économiques, les conflits un peu partout dans le monde, le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité, on ne peut que s'attendre au pire.
des faillites, des fermetures d'usines et par conséquent des licenciements, des licenciements et des chômeurs en plus. Comment peut-on éviter des jeunesses perdues lorsque les responsables eux-mêmes font tout pour les faire taire à coups de matraque? Comment voulez-vous qu'on exige d'une génération sacrifiée, marginalisée, maltraitée, privée de s'exprimer et de se confronter, désarmée à tout un système appuyé par une mentalité forgée par la peur et la soumission? Alors, j'espère que vous avez pris des notes. J'attends des réponses logiques et réalistes à mes questions. Merci. Des réponses, vous allez en avoir. Et une réponse très très simple. Si personne n'est de ces jeunes, comment voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne doivent pas abandonner. S'ils abandonnent, quel avenir pour ces jeunes? Et puis si vous parlez de jeunes, mais parlons de jeunes. Ils sont jeunes et débordent d'idées qui frôlent le génie. Des adolescents doués qui ont étonné le monde entier grâce à leurs inventions insolites mais importantes au point de vue scientifique. Il s'appelle Jacques Andracan. Il a à peine 15 ans, il invente un test de dépistage précoce des cancers du poumon, des pancréas. À 16 ans, Georges Nissan invente le trampoline. Alex Déhan, âgé de seulement 18 ans, a été félicité pour avoir inventé une machine qui vise à aider les malvoyants et les aveugles à se déplacer. Et puis parlons de Blaise Pascal. Parce que oui, vous parlez de Blaise Pascal, ce jeune de 19 ans qui a inventé la calculatrice qui nous a pris à nous 18 ans de notre vie pour connaître toutes ses touches et encore pas toutes. Quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'on faisait nous à 15, 16, 17 ans? À part regarder de la télé-réalité, les Anges, les Marseillais, regarder des mangas, ou gaspiller sa vie sur Facebook ou d'autres réseaux futiles. Suivre le troupeau, voilà ce qu'on faisait. Et voilà ce qu'on fera encore si on continue de sombrer à cause d'idées comme les vôtres. Être des moutons, c'est ça ce que je voulais pour votre avenir? Parce que non, ça sera sans nos opposants. Notre devise à nous est le changement. Votre devise à vous. Alors, s'il n'est pas dicté, bien sûr, eh bien, il n'y aura pas. Eh bien, alors, si vous voulez traiter la meilleure période de vie de ces jeunes gens, de jeunesse perdue, mais allez-y, traitez-les de jeunesse perdue. Et n'oubliez pas de blâmer les inventeurs cités par la présentatrice, que je remercie au passage pour toutes leurs inventions. Et si vous vous sentez capable d'un tel geste, dites-moi d'abord, quel est votre but dans la vie, à part exister? Ces jeunes gens n'ont pas seulement existé, ils ont vécu grâce à leur révolution scientifique. Opposants, l'heure est à vous de choisir votre destin. Vivre ou exister, telle est la question. Merci. Cher opposant, je suis vraiment désolée, mais je crois que vous êtes en train de perdre le fil. Donc, vous avez dit que les jeunes doivent se manifester pour garder leurs droits, c'est ça. Mais je crois que vous êtes en train de citer la définition de la révolte, pas la révolution. Donc, je vais vous rappeler la définition des deux termes. La révolte, c'est désigner un sentiment d'opposition et refus d'obéir aux lois et aux autorités afin de réagir à une situation. Et la révolution, un mouvement de société qui vient changer les idées et les façons de faire. Donc, c'est ça la révolution. Ce que vous êtes en train de dire, c'est la révolte. Lisez le sujet avant d'écrire votre intervention. Bon, et dans votre introduction, vous avez demandé sur les causes qui pousseront à la perte de la jeunesse. Donc, à travers mon intervention, je vais vous répondre. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Bon, comme vous le savez d'ailleurs, notre sujet est composé de deux parties juxtaposées. Une jeunesse sans révolution, une jeunesse perdue, ce qui est équivalent à une jeunesse perdue, une jeunesse sans révolution. Or, affirmer qu'une jeunesse perdue est une conséquence de l'absence de la révolution est totalement faux. Car ma camarade et moi, et dans notre introduction d'ailleurs, nous avons clairement démontré qu'on ne peut pas éliminer la révolution. C'est un élément primordial et incontournable et très important. Et qu'il y aura d'autres causes, de multiples raisons qui engendrent une jeunesse perdue.
D'ailleurs, nul ne peut nier les principales causes qui poussent cette génération à la dérive et à la perte au sein de certaines sociétés. Premièrement, une éducation inappropriée, un enseignement défaillant, ce qui débouche sur le manque de travail et le chômage. Et ce sont là les causes principales et fatales à l'origine des crises socio-économiques dont les victimes sont les jeunes. Et par ailleurs, les jeunes de nos jours trouvent d'innombrables difficultés de s'incruster au sein de certaines sociétés et cela ne peut être justifié que par le manque de confiance en soi. L'incapacité de réagir face à ces problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre et ils finissent par céder au désespoir. Mais nous ne devons pas oublier aussi que cette jeunesse même a une part de responsabilité. En effet, avec les moyens dont elle dispose, par elle-même, elle aurait pu s'informer. Par elle-même, elle aurait pu se renseigner et s'impliquer pour comprendre ce qui se passe autour d'elle et remettre en question tout ce qu'on essaie de lui ingurgiter. Hélas, la plupart des jeunes gaspillent leur temps à se bourrer le crâne de futilité. Il est vrai aussi que le désistement de certains parents qui se limitent à compenser leur présence par l'argent ne fait qu'aggraver l'état des choses. Alors, chers opposants, admettez que la révolution, quelle que soit sa nature ou son intensité, n'épargne aucune société. Et par conséquent, la perte d'une société est plutôt due à d'autres facteurs que nous avons déjà expliqués. Merci. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bien le bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques éclaircissements vis-à-vis de nos camarades afin d'éviter que ce débat ne vire à un échange d'idées à sens unique. J'ai constaté lors des prises de parole de chacun d'entre vous une légère confusion, quoique décisive, entre deux termes diamétralement opposés. Je vais donc supposer que votre potentiel intellectuel ne vous permet guère d'assimiler l'écart évident entre deux mots. Entre ces deux mots. Et parce que, oui, il est nécessaire de saisir la différence entre ces deux mots pour l'avancée du débat. La rébellion est un acte de révolte irresponsable et égocentrique ne visant qu'à améliorer sa propre situation personnelle au détriment des intérêts de la communauté auquel le rebelle appartient. Et ce n'est nullement le sujet du débat d'aujourd'hui. Alors je vais donc déduire qu'effectivement votre potentiel intellectuel est vraisemblablement bas et je vais poursuivre mon intervention car même si c'est désolant à dire, cela ne nous concerne pas. Tournons-nous donc vers ce qui nous concerne, en l'occurrence la révolution. Toute révolution est un changement, une transformation, un renversement de situation qui fait évoluer celle-ci vers un avenir plus sûr pour notre prochain. Et justement, nous existons dans un bas monde qui, quelle que soit l'époque et le lieu, était et sera toujours imparfait et aura toujours besoin de progresser et d'aller vers l'avant. Naturellement, cette tâche revient aux êtres les plus aptes à conduire un changement d'une telle envergure. Et ce ne sont ni des enfants inconscients, ni des vieillards, et encore moins des adultes dont le cerveau eût été anesthésié par la routine de la vie quotidienne qui en seront capables, mais la jeunesse qui constitue bel et bien le noyau de la société. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, de renchérir sur ce sujet-là en disant qu'une jeunesse sans révolution est tout un monde perdu. Merci. Excusez-moi, chers opposants, mon simple niveau intellectuel, Dieu merci, permet-moi de faire la différence entre révolution et révolte. La révolte reste souvent corporative, mais contrairement à la révolution, elle ne cherche pas la chute du régime en place. La révolte vise la forme, la révolution touche au fond. Monsieur le directeur, honorable jury, chers camarades, bonjour. Dépréciation monétaire, croissance faible, tourisme en berne, chômage à la hausse.
3 ans après le début du printemps arabe, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie peinent à renouer sur le plan économique avec l'ère de la dictature. Le panorama en chiffres. Le printemps arabe, une révolution à 800 milliards de dollars. 3 ans après la révolution du jasmin en Tunisie, la révolution du 25 janvier en Égypte, qui ont marqué le coup d'envoi d'une série de manifestations et de soulèvements populaires. À travers le monde arabe, le bilan économique de ces pays en transition n'est pas formidable. Les transitions politiques se sont avérées plus longues et ardues que prévues. Le chômage restait lent en Tunisie et en Égypte. Une situation assez ironique quand on sait très bien que le chômage élevé était l'une des causes de la révolution dans ces deux pays. En Égypte, le chômage qui était autour de 9% de 2007 à 2010, notez très bien, est de 13% au premier trimestre de cette année. L'ultime objectif face à ce chaos du passage vers des économies plus productives et capables d'absorber une demande d'emploi croissante semble loin, très loin même. Voilà, chère audience, comment on peut engendrer une jeunesse perdue, une jeunesse victime des révolutions des adultes, une jeunesse qui ne cesse de subir tant de révolutions en vain, pour enfin récolter une déstabilisation politique et sociale. Il ne bénéficie même pas de son droit primordial, celui de vivre en sécurité. Certes, chers camarades, la révolution dans certains pays européens a été l'occasion de quelques-uns de ces progrès, mais elle n'a pas été la cause. La secousse violente qu'elle a imprimée à travers le monde entier a sans doute précipité certains développements de la civilisation matérielle. Elle n'est pas encore ce qu'on voudrait nous le faire croire. L'affranchissement légitime des opprimés, la suppression des abus du passé, l'amélioration et le progrès de l'humanité, la réalisation de toutes les aspirations du peuple. Il serait légitime de votre part, chers opposants, de ne pas confondre entre révolution et miracle, car il semble très loin d'être le cas. Merci. Chère assistance, bonjour. Alors, tout d'abord, chers opposants, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit lors de votre introduction et la plupart de vos interventions. Certes, toute nation a connu une révolution. Cependant, lorsque vous dites qu'une jeunesse subit la révolution, du coup, il est perdu, là n'est pas le sujet de notre débat. En fait, une jeunesse qui ne produit pas elle-même cette révolution, qui ne mène pas elle-même cette révolution, et voit l'échec. Donc, quand une jeunesse subit une révolution et qui n'est pas contente des résultats de cette dernière, eh bien, elle est censée mener sa propre révolution à elle. Ça, c'est de un. De deux, j'aimerais revenir sur votre dernière intervention concernant les mouvements du printemps arabe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute révolution, nous avançons que toute révolution menée n'est pas censée être un succès ultime. Cependant, toute révolution mène avec elle des résultats formidables, à savoir la prise de conscience que gagnent les jeunes, le développement de leur esprit critique, ainsi que leur enrichissement personnel. D'ailleurs, il ne faut pas dire que les mouvements du printemps arabe n'ont mené à rien. Sérieusement, Ben Ali a quitté le pouvoir, Moubarak a quitté le pouvoir, Kadhafi a quitté le pouvoir. Pire, il a même quitté le monde, pas seulement le pouvoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se limiter seulement au fait de dire qu'en subissant la révolution, on est perdu, donc la révolution n'est pas la bonne décision, parce que nous-mêmes, nous devons créer cette révolution. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler de l'une des révolutions les plus importantes au fil de l'histoire, à savoir la révolution de mai 1968 en France. Une révolution, mesdames et messieurs, principalement menée et enclenchée par la jeunesse étudiante parisienne. Cette révolution a été contre le pouvoir gaulliste, l'impérialisme américain et le capitalisme. Ce qu'il faut retenir de cette révolution, c'est que, mesdames et messieurs, la valeur du SMIC, en fait, a été élevée de 35%. Chers opposants, 35%. Vous imaginez, vous, une hausse de 35% au SMIC, ça ne se donne pas à tout le monde. Une hausse de 10% des salaires, et j'en passe. Ces jeunes, mesdames et messieurs, ont changé leur avenir et ne sont pas restés les bras croisés. Car, comme l'a dit Georges Bernarnaud, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Un autre exemple, bien sûr, dont nous avons tous été témoins, je dirais
les mouvements du 20 février 2011, toujours en ce qui concerne le printemps arabe, les mouvements du 20 février 2011 au Maroc. Alors, si jamais la jeunesse marocaine n'avait pas pris conscience du fait que le Maroc avait bel et bien besoin d'un changement, aujourd'hui encore, mesdames et messieurs, nous n'aurions pas une répartition saine du pouvoir et la globalité des droits de l'homme ne serait pas constitutionnalisée. Alors, vous imaginez, vous, une constitution sans la globalité des droits de l'homme, c'est quand même insensé. Et là, j'aimerais vous poser la question suivante. Si ce n'est pas pour assurer sa survie, esquiver sa perte, s'émanciper et s'épanouir, pourquoi est-ce qu'une jeunesse, quelle qu'elle soit, se donnerait la peine et se fatiguerait à mener et prôner une révolution quelconque? Par ailleurs, j'aimerais parler de l'exemple du Cuba. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi cubaine limite les libertés d'expression, d'association, de réunion et de presse. Est-ce que cela fait de la jeunesse cubaine une jeunesse rayonnante, béante et joyeuse? Eh bien non, non, non et non. Alors, je vous prierai de nous donner un seul exemple d'une nation, d'une génération, d'une jeunesse qui se porte merveilleusement bien sans révolution. Merci. Comme avait dit ma camarade, la révolution est un mouvement idéologique qui consiste à changer une idée propagée dans le monde, dans un pays ou dans une ville. Mais comme tout bon mouvement idéologique, l'objectif visé est de pousser la population à adhérer à cette idée, à l'appuyer, et ce par tous les moyens possibles. Le discours vindicatif, la manifestation, etc. Nous allons, mesdames et messieurs, débattre en ce moment précis le point le plus crucial de tout ce débat. Je vais vous poser une question sur opposant, mais je vous épargne la réponse, convaincu que vous n'en serez pas capable. Un leader, celui qui élabore et dirige la révolution, fera tout pour réussir son projet. Or, lorsqu'il atteint le succès, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, l'impact de ce résultat est inévitable sur la jeunesse, qu'elle participe effectivement ou passivement. Elle s'approprie les soi-disant principes et s'identifie au leader. Alors ne nous dites pas qu'il y a une jeunesse qui n'a pas de révolution. La question est plutôt, bénéficie-t-elle de cette révolution? Au contraire, elle fut sacrifiée. Car comme nous le savons tous, ces révolutionnaires à travers l'histoire n'ont pas été toujours en faveur des peuples. Et les exemples récents d'ailleurs le prouvent. Certes, lorsque le leader est intègre, le résultat est indéniablement bénéfique, citant Nelson Mandela ou Martin Luther King. D'autres, dont l'idéologie prônait des principes promettant monts et merveilles, l'exemple de Fidel Castro, Cuba, a-t-il permis à son peuple autre chose qu'une dictature? Ce qui me permet de dire que ce qui fait perdre une jeunesse ou la fait gagner, il est en tête du leader. Pour vous éclaircir encore plus, hier encore le monde entier a applaudi la révolution libyenne, déclenchée, animée particulièrement par des jeunes. Quelles en sont les retombées sur le peuple et sur la jeunesse de ce pays qui vit actuellement dans le chaos total? Les jeunesses de ces pays sont effectivement perdues, non parce qu'elles n'avaient pas de révolution, mais à cause de la démagogie de prétendus révolutionnaires. Merci. Vous savez, jusqu'à présent, la seule chose qu'on soit d'accord, vous et nous, c'est le sujet du débat. Donc, pas grand-chose. Je ne vois que la simplicité comme meilleur chemin pour vous éclaircir les idées. Prenons un exemple tout bête et tout simple. Disons que par le plus grand des malheurs, vous êtes tombé sur un professeur, si je puis le nommer ainsi, dans l'incapacité de vous enseigner comme il se doit. Sans bagage culturel, bien sûr. Alors là, vous dites à votre camarade, « Ah ouais, tu sais, le prof, il est vraiment nul. » À ce, votre camarade vous répond, « Chut, Nelly, on va t'entendre !» On est des jeunes impuissants, l'avenir ne nous appartient pas, on doit tout accepter, on n'a pas le droit au changement. Et c'est à ce moment même que se confirme la citation « Contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent en vain ». Vous l'aurez sûrement compris, une révolution, c'est un changement fondamental dans les mœurs, dans la science, dans les lettres, dans les arts et surtout dans les lois de la gouvernance des sociétés. Elle débute généralement par des contestations contre l'illégalité et l'injustice. Et à ce propos, vous n'avez qu'à voir le changement pressant de notre propre pays. Un tout scandale de pauvreté, d'analphabétisme, sans parler de l'illégalité sociale, et j'en passe. Vous me direz que ce n'est ni de loin ni de près notre faute. Mais dites-le moi si je me trompe.
C'est bien nous, ces jeunes, qui avons refusé la révolution, qui avons choisi le silence et la soumission, qui avons dit non au changement. Rien que pour vous rafraîchir les idées, le slogan de notre établissement, c'est bien aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Le même slogan qu'a suivi la Chine, l'Allemagne, la France, le Canada et j'en passe pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Révolution, mesdames et messieurs, tel est le mot qui rime avec développement. Merci. Vous perdez le fil, chers opposants. Nous sommes conscients d'une jeunesse perdue, mais contrairement à vous, nous l'expliquons, ce qui fait perdre une jeunesse. Non pas parce qu'ils n'ont pas de révolution, mais parce qu'ils ont été sacrifiés par la révolution. Alors, est-ce que vous ne voulez pas comprendre, chers camarades, c'est que nous nions pas l'existence de jeunesse perdue. C'est un fait, mais nous refutons qu'elle soit automatiquement considérée comme une conséquence de l'inexistence d'une révolution propre à cette catégorie. Nous le répétons à toute fin utile. On ne peut concevoir logiquement une société, quelle que soit, qui demeure éternellement indifférente, insensible et passive, et par là même une jeunesse qui ne subit les conséquences de changements, fussent-elles rares et faibles. Alors, pas de confusion, car s'il y a des jeunesses perdues, les causes sont claires. C'est que la politique et l'idéologie des gouvernants visent à dessein la marginalisation et l'abêtissement de cette partie de la population qui représente une menace pour les pouvoirs et de ce part des stratégies diaboliques et que vous êtes incapables de dévoiler, chers opposants. Nous ne pouvons nier l'aide considérable du système éducatif archaïque que la majorité des parents prennent comme modèle parfait alors qu'il est fondé sur l'obéissance aveugle, la peur du châtiment, les tabous et particulièrement la politique. Comment voulez-vous qu'on forme avec ces concepts des citoyens responsables, créatifs, dotés de l'esprit d'initiative et donc révolutionnaires? Par contre, les sociétés évoluées focalisent sur une éducation d'ouverture, de responsabilisation, de liberté d'expression, ce qui permet à la jeunesse de s'impliquer dans le processus du développement de leur pays. Tenez, lors du 7e Forum des jeunes de l'UNESCO, qui s'est tenu à Paris du 17 au 20 octobre, a rassemblé 250 jeunes délégués et 193 États, ainsi que certaines observations de la société civile, afin d'essayer de trouver des réponses à cette question clé. Comment les jeunes conduisent le changement? Les délégués ont profité de l'occasion pour faire part aux représentants de l'UNESCO de leurs besoins et de leurs priorités en tant que défenseurs et bénéficiaires. Car ces derniers sont conscients de l'importance du dialogue et de la communication comme moyen primordial pour réaliser leurs besoins et non par la révolution qui détruit et déstabilise la société. Cher auditoire, nous sommes tous concernés, parents, société civile et pouvoir politique. Nous devons permettre à la jeunesse de se prendre en charge, de s'impliquer dans tout ce qui concerne leur pays, afin qu'ils fassent sa révolution par le bien de tous et sans subir les aléas des révolutions élaborées par et pour une élite. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que je retourne sur ce pupitre. Une joie accompagnée d'une lourde tristesse pour nos camarades qui sont malheureusement décidés à défendre une cause indéfendable, car en optant pour celle-là, ils ne font qu'inciter notre propre jeunesse à se soumettre au plus fort sans demander son reste. Et cela peut prendre, même si ce dernier cause beaucoup plus de mal que de bien, et cela peut prendre une tournure beaucoup plus dangereuse plus tard, dans leur avenir professionnel par exemple. Tenez, en parlant d'exemple, je vais vous en donner un très simple et très mignon. Et pour vous faciliter la tâche, parce qu'apparemment vous en avez besoin,
Je ne vais pas aller très très loin. Le Maroc, 1930. Notre pays connut ses jours les plus sombres pendant cette période-là. Souffrance, morts innombrables, pauvreté extrême, discrimination de la part des Français. Et pour couronner le tout, arriva le Daïr berbère, cet acte du démon visant à déstabiliser et à rompre l'union du peuple marocain. Alors que le Maroc s'enfonçait dans les abysses de la terreur et du désespoir, les premières lueurs de la Révolution firent leur apparition. Une jeune élite marocaine cultivée fonda le mouvement national marocain, la première arme non militaire conçue pour contrer la colonisation, qui guida le peuple vers une révolution sans précédent. Et ce n'est qu'à travers d'un combat acharné qu'ils finirent par récupérer notre indépendance en 1956. Qui sait ce que nous serions devenus sans ces êtres éclairés? Peut-être encore sous l'emprise du protectorat français. Alors, pourquoi, chers opposants, vous obstinez-vous tant à refuser une réalité aussi éclatante que la lumière du jour? Je vais vous citer une phrase du célèbre Che Guevara, qui représente quand même l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire. L'argile fondamentale de notre œuvre est la jeunesse. Nous y déposons tous nos espoirs et nous la préparons à prendre le drapeau de nos mains. Je vous laisse donc le soin d'analyser cette citation en espérant que votre cher potentiel intellectuel vous le permette. Merci. Juste pour vous répondre, chers opposants, nous ne sommes pas pour le silence du peuple, mais pour la communication et le dialogue. Soyez civilisés un peu, vous, peuple de niveau intellectuel élevé. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers camarades, nous arrivons à un terme de ce débat qui a été riche en rebonds et qui a été très instructif pour chacun de nous ici présents. Mais comme tout bon débat qui se respecte, le public devra délibérément choisir un camp. La toute première révolution fut menée par Inaros, fils d'un chef libyen, qui se revolta contre les Perses en l'an 460 avant Jésus-Christ. Or, à cette époque-là, le peuple n'usait pas de magouilles pour atteindre leur objectif. C'est ce que je qualifierais de vraie révolution, une révolution qui répondait aux besoins vitaux du peuple. De nos jours, les révolutionnaires se manifestent avec une seule idée en tête, acquérir le pouvoir économique et politique pour qu'à la fin ils se vendent de l'achat de la Lamborghini Aventador. La révolution est une lame à double tranchant. D'un côté, elle est bénéfique à tous. Mais au fil des années, cette révolution peut mener à de vraies guerres civiles, des îles des Caraïbes jusqu'au Mont Olympe, si je peux me permettre. Je le dis, je le répète encore, nous ne sommes pas contre les révolutions, mais nous sommes contre le fait d'élire quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. N'essayez pas, chers camarades, d'altérer nos discours, car je pense que notre jeunesse mérite d'être informée des manœuvres mises en place dans les 4 coins du globe. Mes camarades et moi avons démontré que l'affirmation de l'énoncé ci-dessous n'a aucun fondement, et ce, par des arguments logiques et des faits historiques indiscutables. Merci. Alors, mesdames et messieurs, notre débat touche à sa fin. Alors, tout au long de ces 20 minutes, nos chers opposants ici présents ont tenté de vous faire sombrer dans un gouffre sans fond, dans lequel jeunesse rime avec aliénation, soumission, frustration et crainte. Et pourtant, à chaque fois que je vous regarde, chers opposants, je vois en vous des personnes déterminées, capables de grandes choses. Et en défendant une position telle que la vôtre, vous ne faites qu'éteindre cette flamme qui existe en chacun de vous et qui fait de vous des personnes exceptionnelles. Mesdames et messieurs, si une jeunesse n'aspire pas à créer un changement, si une jeunesse n'aspire pas à faire si une jeunesse n'aspire pas à faire un changement, si une jeunesse ne lutte pas de toutes ses forces pour ses convictions les plus profondes, si une jeunesse ne se donne même pas la peine de prendre conscience de ce qui l'entoure, comment est-ce que cette jeunesse est censée marquer son existence dans l'histoire? Comment est-ce qu'une jeunesse peut faire la différence? Vous savez, nos convictions les plus chères et nos désirs les plus profonds et les changements qui feront de notre vie une vie meilleure ne nous seront pas ramenés sur un plateau d'argent. Malheureusement, la magie des Wings n'opère pas dans notre monde, alors il va bien falloir trouver quelque chose qui fonctionne. Et ce quelque chose, mesdames et messieurs, ce n'est certainement pas le fait de rester les bras croisés à attendre qu'un miracle nous tombe du ciel.
Si nous ne faisons pas comme Louise Braille, comme l'a mentionné la présentatrice, Jacques Andrade, comme l'a mentionné ma camarade, la jeunesse marocaine lors de la colonisation, comme l'a mentionné mon camarade, eh bien, comment sommes-nous faire évoluer notre monde? D'ailleurs, la question qui se pose est qui est-ce qui est censé faire évoluer notre monde, à part vous et vous, nous tous, chers opposants, nous tous, chère audience, les jeunes de cette planète. Et pour conclure notre débat, j'aimerais finir sur une belle parole d'Oscar Wilde qui est « La jeunesse est un art ». Merci.